faut maximiser ta vie, quoi. Dès l'âge de 4 ans, je me souviens de me dire que on ne sait pas ce qu'il y a après, on ne sait pas si on va aller au paradis, on ne sait pas s'il y a un Dieu, on ne sait pas s'il y a rien, on ne sait pas si on est dans un trou noir et qu'on est conscient tout le long pour l'éternité. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on a ça là, maintenant. Alors il faut maximiser. Et en quelque sorte, si j'avais pas eu cet accident, je pense que j'aurais pas pu accomplir mes objectifs que j'ai réussi à accomplir depuis, parce que ça m'a forcé à refaire mes gammes, quoi. Et donc c'est cette journée-là où je me suis donné j'ai trouvé le courage de me dédier à mes objectifs, à mes rêves, quel que soit le danger. Bonjour tout le monde, je suis super content d'être aujourd'hui avec un super guest, Mathias Chiro. Salut Mathias. Salut, ça va? Super, et toi? Nickel, nickel, merci. Nice. Je te remercie encore d'avoir accepté l'invitation. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui, pour ceux qui me connaissent, ils ne s'attendent pas forcément à ce que ça m'intéresse. Tout ce qui concerne la montagne, le ski, la neige déjà, surtout si on fait la liaison avec le pays dont je suis originaire, le Cameroun, où les 12 mois de l'année, c'est que du soleil. Donc, moi, je voudrais que tu nous partages aujourd'hui cette passion que toi tu as, ce que tu as appris justement dans la pratique de cette passion. Mais avant, je te propose, si tu le veux bien, mon cher Mathias, de te présenter succinctement. Ok, avec plaisir. Ouais, donc, je m'appelle Mathias Giraud. On m'a donné le surnom Super Frenchy il y a 18 ans quand j'ai déménagé aux États-Unis. Je suis skieur et base jumper professionnel. Donc, le base jump, c'est sauter d'un objet statique avec un parachute. Donc, sauter d'une falaise, d'un bâtiment, d'une antenne radio, d'un pont. Et plus particulièrement, je mélange justement ces deux sports. Donc je skie des grandes montagnes. Puis après, quand il y a un saut de 100 ou 200 mètres en bas, je saute, je tombe, j'ouvre mon parachute et après je vole. Donc c'est allier vraiment voler sur la neige et voler à travers les airs. Et donc comme ça, en ayant cette approche multidisciplinaire de la montagne, parce qu'après aussi, il faut mélanger de l'alpinisme, de l'escalade des fois pour accéder les spots, tout ça. Donc ça devient vraiment un sport de la montagne. Et donc en rajoutant le base jump à mon ski, ça m'a permis de ne pas seulement m'isoler dans une discipline, mais de m'ouvrir à une approche polyvalente de la montagne. Et donc, en fin de compte, maintenant, je me considère plus comme un sportif de la montagne, donc voilà, un montagnard. Montagnard. Donc voilà. T'es né en montagne? T'es originaire? Je suis pas né en montagne. C'est marrant parce que ma mère est hollandaise et mon père est aveyronnais. Donc, il y avait rien qui me prédestinait à être un skieur ou un montagnard. Et je suis né en Normandie, mais je passais toutes mes vacances à la montagne et puis éventuellement j'ai été accepté en sport-études et donc là ça a changé ma vie. Donc j'ai déménagé à la montagne, je vivais avec des amis à Saint-Gervais et donc Denise et Marcel Peset qui m'ont hébergé sont devenus mes parents adoptifs et donc je suis devenu un gamin de la montagne par adoption. Et puis là j'ai pu vraiment me dévouer à ma passion parce que c'est ça en fait, c'est une passion j'ai eu la chance d'en faire une vocation. Et puis c'est ma passion de la montagne qui a déterminé tout le reste de ma vie et qui la détermine encore. Yes. J'ai envie de comprendre comment est-ce que tu rentres dans cet univers-là. Du coup, est-ce que déjà c'est un sport c'est quelque chose que tu as découvert en France ou c'est un sport qui est purement américain? Américain. Le ski base jump? Ouais. Les premières images de ski base jump que j'ai vues, c'était dans un film français qui s'appelait Pushing the Limits de 1994. J'avais 9 ans quand le film est sorti. Et c'est la première fois que je voyais des hommes, quoi, qui sont censés être rationnels et rationnels dans leur vie, qui skiaient des trucs super raides, ils faisaient du snowboard, de la chute libre, du saut élastique, du base jump. Et les premières images que j'ai vues en ski base jump, pour moi c'était clair. À l'âge de 9 ans, c'était la tribu auquel j'appartenais. Il fallait juste que je mérite ma place et que je puisse l'acquérir. Et donc voilà. Donc dès l'âge de 9 ans, je savais que je voulais faire ça. Il y avait quand même une influence de tes parents. Est-ce que tes parents ils étaient pratiquants, ton père ou ta mère? Mes parents font du ski un peu, mais de façon tranquille, quoi. C'était
Ils aiment le ski, Vacances, mais quoi. ouais, voilà, vacances. Comme mon père était docteur et ma mère hollandaise, elle a commencé le ski à 35 ou 36 ans, donc tard dans leur vie. Mais mon père a fait son service militaire dans le 9e choc. Un, euh, c'est les commandos français. Donc il était parachutiste à l'armée. Et donc j'entendais ces histoires de parachutisme quand j'étais petit. Et c'est marrant parce qu'il a fait que 2 chutes libres. C'était des sauts en automatique où on saute de l'avion, le parachute ouvre tout de suite. Il a fait une centaine de sauts comme ça. Pendant combien d'années? Il avait fait ça. Bah, mon père, il est né en 39, hein, donc c'est un enfant de la guerre. Ouais. Ah ouais. Et il se souvient encore quand il y avait le bruit des bottes des nazis dans les rues, quoi. C'était un truc qui sort d'un film, c'est un truc de malade, quoi. Donc quand il a fait son service militaire, il devait avoir à peu près 20 ans, quoi, tu vois. Donc genre ouais, fin des années 50, début des années 60. Mais voilà, donc il sautait avec ses vieux parachutes ronds qu'on peut pas diriger, où on tombe à 6 mètres à la seconde avec 50 kilos de matos, quoi. Mais toutes ces histoires de l'armée, de parachutisme, ont laissé quand même une influence assez importante sur moi. Et puis aussi, je suis dans une famille un peu aérienne, parce que mon grand-père travaillait à l'aéroport à Orly, ma sœur aînée est ingénieure en aéronautique, et elle était pilote de Cessna à 15 ans. Et donc voilà, on est tous. Mais pour moi, c'est pas un truc auquel j'ai réfléchi. Je me dis, je fais partie d'une famille aéronautique. C'est voilà. complètement protéiforme, quoi. C'est difficile de limite connecter tout ça. Ouais, ensemble. mais en fait, pour moi, c'était juste, c'était comme ça, quoi. Ouais. Mais donc j'ai grandi avec ces histoires d'avions, de parachutisme, beaucoup d'histoires de la guerre à travers mon père. Et puis après, j'ai eu la chance de passer beaucoup d'années dans ma tendre enfance à la montagne, et donc d'entendre tous les exploits de ces légendes de la montagne, hein, les Jean-Marc Boivin, les Bruno Gouvi, Patrick Valençant, des mecs qui ont fait les premiers vols en parapente du sommet de l'Everest, ou les premiers sauts en chute libre, ou en base jump, pardon, ou les premières descentes de trucs super raides dans les Alpes. Alors pour moi, c'était un peu des hommes que je mettais sur un piédestal, quoi. Pour moi, c'était des légendes. C'est marrant parce que mon père avait tout le temps ce goût de l'aventure, cette admiration pour ces montagnards. Mon père n'est jamais devenu un montagnard, mais il a toujours été extrêmement attiré par la montagne. Ma mère, elle aimait ça, mais elle comprenait pas la prise de risque. Et donc elle critiquait souvent ce milieu. Mais pour moi, à un jeune âge déjà, moi c'était clair que... Tu peux un peu creuser pour la prise de risque, parce que pour les gens qui connaissent pas le sujet, on parle vraiment, on peut vraiment mourir, quoi. C'est pas. La prise, ouais, voilà, c'est déjà dans les Alpes, dans le massif du Mont Blanc, en moyenne, une personne meurt 3 jours. Non, une personne meurt tous les 3 jours en moyenne dans le massif du Mont Blanc, dans tout sport de montagne, que ce soit escalade, parapente, ski. Donc c'est une montagne qui est très, très dangereuse, très meurtrière. Donc quand on grandit dans cet environnement, on sait qu'on peut mourir en montagne. Donc on sait qu'il y a un danger. Après, voilà, c'est des disciplines qui sont très engagées où il y a un cadre d'exécution avec une marge d'erreur qui est souvent assez minime. Et il faut bien se préparer pour aller faire quelque chose en montagne. Mais si on le fait bien, il n'y a pas de problème, tout se passe bien, quoi. Mais après, si on prend les choses à la légère, on peut en payer le prix lourdement. Et ça peut être pire que pire que mourir. On peut se retrouver paralysé ou handicapé pour le reste de sa vie, quoi. Donc c'est des sports très engagés, mais c'est vrai que cette prise de risque, après le risque c'est personnel, hein. Personne peut nous dire si on doit prendre un risque ou pourquoi prendre un risque. On trouve la réponse au fond de soi-même. Et pour moi, c'était toujours clair que quel que soit le danger, quand on a un rêve, il faut avoir le courage de l'atteindre. Et ça, c'est quelque chose que j'avais compris à un très jeune âge. Et c'est un standard que j'ai choisi d'établir pour le reste de ma vie dès l'âge de 4 ou 5 ans. Moi, c'est quelque chose qui était crucial pour être accompli dans la vie, pour avoir une vie complète. Yes. Donc voilà, moi j'ai toujours refusé de vivre une vie de retenue. Non, vivre, il faut vivre pleinement. Et ça, justement, ces sports de la montagne en sont la définition à l'état pur. Yes. Du coup, tu
tu rentres en sport-études. Déjà, sport-études, c'est quelque chose que tu avais théorisé pour pouvoir avoir un parcours qui fait sens ou comment est-ce que tu t'orientes vers ça? Pour moi, c'était surtout en France où c'est un système assez classique. Hein. On a le système scolaire, hein, voilà, il faut rentrer un peu dans le cadre, dans le moule. Et donc, dans le cadre, il n'y a pas beaucoup d'options si on veut allier passion et études. Et donc, sport-études, c'est une des seules options où on peut se donner à fond dans sa discipline sportive, mais aussi suivre un cursus scolaire normal, quoi, classique, pour pas non plus être retenu ou être en marge de la société. Parce qu'après, on s'handicape pour son futur, malheureusement. Et pour moi, c'était dur d'avoir des bonnes notes à l'école sans avoir cette motivation externe. Pour moi, donc pour moi, allier mes études avec mon sport, d'un coup, je pouvais le cursus scolaire trouver sa place dans cet ordre pour atteindre mes objectifs. Et donc le sport-études, c'est super parce que on a un emploi du temps aménagé pour pouvoir se dédier à ses buts et ses passions, ses objectifs sportifs, tout en poursuivant une éducation approfondie, parce que c'est quand même super important c'est important d'aller à l'école, quoi. Mais bon, après c'est plus difficile que des études classiques. Je veux dire, est-ce que tu dois en termes de temps, t'as des études classiques qu'un jeune peut faire lorsqu'il ne fait que des études, et en plus de cela, tu dois faire du sport, tu dois t'entraîner, tu dois c'est super dur en fait, c'est avoir 2 boulots à temps plein. Mais si on est motivé, si on a une vision, si on a un but, c'est parfait. Donc en fait, à l'intersaison, donc à l'automne et en fin de printemps, quand on fait plus de ski, quand il n'y avait plus de neige, on étudiait plus dur de façon plus approfondie, on couvrait plus de matériel qu'un rythme classique. Mais pendant l'hiver, on avait un rythme allégé pour pouvoir dédier plus de temps à notre entraînement et aux compétitions, tout ça. Donc l'hiver, souvent, je faisais mes devoirs jusqu'à minuit, je me levais à 6 heures pour aller à l'entraînement. J'allais à l'entraînement, je rentrais, je faisais mon boulot, et puis j'avais école juste 3 jours par semaine, donc je pouvais aller skier 4 jours par semaine. Par contre, le reste de l'année, fallait plancher, quoi. Et là, il y a un suivi, parce que en termes de discipline, c'est pas évident. Quand moi je me regarde, c'est vrai que c'est une autre éducation, mais on se faisait un peu fouetter quand même pour faire les devoirs, tu vois. Mais là, non seulement tu dois faire les devoirs, tu dois t'entraîner. Cette autodiscipline, elle est hyper difficile quand même pour un jeune, pour quelqu'un qui a moins de 15 ans, moins de 14 ans. En fait, c'est comme si tu es déjà adulte, pourtant c'est ça en fait, c'est que pour moi en fait, il n'y a jamais eu vraiment d'enfance. J'ai toujours été tellement omnibulé par mes objectifs et mes passions que ça a toujours été une force vitale de mon existence, quoi. Et donc du coup, pour moi, c'était d'un coup, mais j'avais des meilleures notes à l'école, tout trouvait sa place parce que justement, je pouvais me dédier à 100% à ma cause, à mon pourquoi. Et si on a un pourquoi, on peut faire n'importe quoi pour l'atteindre. Comment c'est possible à cet âge? C'est quand même assez surprenant. Comment c'est ce conditionnement aussi jeune? Comment c'est possible? Moi, je pense que je pense que le modèle classique, le monde classique de l'éducation, du travail, le monde de mes parents, l'éducation que j'ai reçue à la maison, pour moi, c'était pas du tout, c'était pas attirant, c'était pas épanouissant. Donc, j'ai toujours cherché des influences en dehors du cadre familial, en dehors de ce qui a été établi un peu par la société, quoi. Et c'était pas être en marge de la société, mais c'était pour créer mon propre cadre. Et pour moi, le sport a toujours été tellement fort et intense. Les sports de montagne, bien sûr. Parce que pour moi, j'ai jamais été attiré vraiment par le foot ou j'ai fait un peu de tennis, des trucs comme ça. Mais moi, taper une balle, ça a jamais. Je respecte la performance sportive, bien sûr. Mais pour moi, ça a jamais été vraiment mon leitmotiv, quoi. Donc là, d'un coup, la montagne, c'est une autre envergure. C'est une philosophie, c'est une quête, c'est ton refuge, mais en même temps, c'est ton terrain de jeu, c'est ton stade de performance. Et c'est tout. Pour moi, là, tout trouvait sa place en montagne. Et toujours, d'ailleurs. Yes. Et à un jeune âge, pour moi, je pense que j'ai toujours recherché un peu l'ultime, l'absolu. Et pour moi, la montagne a toujours été un peu la définition de tout ça.
parce que la vie de tous les jours, ça avait l'air vraiment chiant à mes yeux, quoi. C'est vrai, quoi. J'avais besoin de plus, quoi. J'avais besoin de plus. J'allais au lit tous les soirs en me disant, faut maximiser ta vie, quoi. Dès l'âge de 4 ans, je me souviens de me dire que on ne sait pas ce qu'il y a après, on ne sait pas si on va aller à paradis, on ne sait pas s'il y a un Dieu, on ne sait pas s'il n'y a rien, on ne sait pas si on est dans un trou noir et qu'on est conscient tout le long pour l'éternité. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on a ça là, maintenant. Alors il faut maximiser. Et ça, c'est quelque chose que j'ai eu la chance de me rendre compte à un très jeune âge. Et donc ça a déterminé tout le reste de ma vie. Et j'ai toujours été attiré, bien sûr, par ces personnes, par ces hommes ou ces femmes qui se dévouaient à 100% à leur passion, à leur art, à leur sport. Et c'est quelque chose... ouais, c'est quelque chose qui a toujours résonné à l'intérieur de moi et que j'ai toujours voulu appliquer à ma vie. Et voilà, à 38 ans plus tard, je le fais toujours. C'est ouf, c'est vraiment ouf. C'est limite presque effrayant pour quelqu'un comme moi qu'on a toujours forcé à faire les choses. Donc, mais c'est intéressant. Je trouve qu'il y a des trucs intéressants à apprendre, surtout pour la nouvelle génération, de prendre peut-être plus tôt, rapidement, sa vie en main. Et puis, toi, c'est dans le sport. Pour d'autres personnes, ça va être autre chose. Mais tout de suite, de s'engager parce que ça demande quand même des sacrifices, ça, il faut le dire. Accepter. Parce que tu l'as dit tout à l'heure, tu n'as pas eu une enfance ou peut-être tu n'as même pas eu d'enfance, je sais pas. Et je comprends le principe. Ouais, j'ai eu une enfance, mais j'ai eu un cadre familial assez chaotique. Et des parents d'une autre génération, je pense qu'il y avait un décalage aussi. Ouais, ton papa, tu l'as dit tout à l'heure. En 39, ma mère est née en 46. Et puis ma mère était quelqu'un de très émotionnellement et mentalement plus abusive. Après, moi, c'était un peu plus facile pour moi parce que j'étais le petit dernier. Genre protecteur, tu veux dire? Non. Contrôler ses enfants tout le temps, c'est allé loin. J'ai une sœur qui s'est suicidée. C'est allé loin. Il y avait beaucoup de dépression dans ma famille et tout. Et pour moi, c'était aussi... c'est un environnement qui peut te détruire ou c'est un environnement qui peut justement te renforcer tes convictions et tes passions et ton désir. Et pour moi, ça a été cet environnement qui était pesant a été une des plus grandes motivations de créer ma vie, quoi. Ouais. On s'en fout de se chercher. Les gens passent trop de temps à se chercher. On sait qui on est. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on n'aime pas, on sait ce qu'on aime. On sait peut-être pas exactement ce qu'on veut, mais on a un peu une idée. Alors bon, ça sert à rien de rester sur le canapé et dire « Ah, je vais réfléchir à ce que je veux faire. » Non. Vas-y, il faut se créer, là. Il faut se créer. Là, chaque minute qui passe, là, c'est du temps qui est gaspillé. Mais après, c'est marrant parce que j'ai jamais déconnecté. Pour moi, déconnecter, c'était un acte de lâcheté. Et j'ai refusé d'appliquer ça à ma vie. Mais en même temps, j'ai toujours pris le temps de vivre en même temps. Donc je pense que naturellement, j'ai trouvé cet équilibre entre dévouement à mes passions, entre performance, entre faire ce qu'il faut que je fasse à l'école pour m'en sortir, et voilà. Mais en même temps, passer du bon temps avec mes copains, aller à des concerts, tout ça, profiter de la vie. Mais je déconnectais jamais. J'avais toujours mes objectifs en tête, mais ce que je voulais faire après ma session de skate avec mes potes. Je savais que j'allais rentrer à la maison et que j'allais bosser sur un projet ou j'allais me préparer pour un truc que je voulais faire en ski. Donc j'ai jamais déconnecté. Donc c'est pour ça qu'en fait c'est peut-être un peu dur de dire que j'ai pas eu d'enfance, mais ouais, j'ai eu une enfance, mais j'ai toujours eu un peu ce poids existentiel très tôt, mais qui n'était pas un fardeau en même temps. C'était un tremplin vers mes rêves, quoi, plus qu'autre chose. Donc je pense que je sais pas si c'était de la chance ou de la clairvoyance, mais à un très jeune âge, j'ai toujours voulu recadrer les choses si le cadre ne me plaisait pas. Donc si le cadre ne me plaisait pas, j'allais créer mon propre cadre. Donc je pense que j'avais toujours cette force à l'intérieur de moi de me bouger les fesses, quoi. J'imagine. Yes. On va ouvrir un peu le capot. Tu vas nous expliquer les étapes justement de ce parcours. Mais pour boucler quand même, est-ce que tu as eu du mal en fait à les convaincre justement d'aller vers cette passion-là?
Me convaincre moi ou Non, convaincre les autres? convaincre les tiens pour leur dire, ben voilà, ce que je veux faire, peut-être c'est pas le truc, peut-être vous n'êtes pas forcément d'accord, mais c'est ce que je vais faire et c'est ce que je Avec ferai. le ski ou le base jump ou tout en général? Ouais, avec ton métier en général. Bah, en parce fait, que j'ai à jamais chaque étape, demandé, quand même, il y avait des... Ah ouais. j'ai jamais demandé de permission à personne, quoi. Mes parents ne savaient même pas que je faisais du base jump. Et j'ai dû pousser pour pouvoir aller en sport-études, bien sûr, parce que voilà, j'étais mineur, il fallait que mes parents soient OK avec ça, donc j'ai poussé toujours à fond. Et après, j'ai commencé la chute libre. Et mes parents me disaient, mais pourquoi tu fais la chute libre? T'es un skieur. Je dis, non, non, mais je m'entraîne pour un truc, c'est important. Puis même, tu sais, t'as des gars en équipe de France de saut nordique, tu sais, là, qui s'entraînent en chute libre pour maximiser leur position et leur planer en l'air, tout ça. Donc, je leur dis, oui, il y a plein de skieurs qui s'entraînent avec la chute libre pour. Mais mes parents ne comprenaient pas. Et je dis, non, non, j'ai un but et tout. Et en fait, après, j'ai commencé le base jump, ils ne le savaient pas. Et j'ai fait mon premier ski base jump aux US. C'était le premier ski base jump sur le mont Hood, qui est une montagne assez connue. Et ça a explosé dans le média là-bas. La journée d'après, j'étais sur CNN, j'étais sur... voilà. Et en fait, mes parents avaient des amis américains qui étaient à la maison et ils checkaient leur email sur Yahoo. Et puis d'un coup, il y a un ami qui fait il y a votre fils sur la page de couverture de Yahoo. Je dis non mais de quoi tu parles? Et puis ils ont joué la vidéo, ils ont appuyé sur play sur la vidéo et puis ils ont vu leur fils sauter une falaise de 80 mètres en ski, ouvrir un parachute, quoi. C'est comme ça que mes parents m'ont appris que je faisais du base jump. J'ai jamais demandé de permission à personne. Je veux dire, on peut pas demander une permission de vivre. T'es en vie, tu crées ta vie. Et tes parents ne sont pas là pour... ils sont là pour te guider, pour t'aider, mais ils sont pas là pour t'imposer leur choix de vie sur toi. Et ça, c'est quelque chose que... J'ai un enfant de 9 ans et je prends mon rôle de papa plus qu'en rôle de guide. Après, je suis un papa très strict, hein, bien sûr. Mais je ne vais jamais imposer mes... C'est un peu de sport, il est un peu dans le truc. Il est à fond ski, surf, il fait du skate, il est super fort en skate. Il lui, drop du vert et tout. Il a 9 ans, il se fait des 3-6, des kickflips, des gros grinds dans le bol et tout. Ouais, il skate à fond de boîte. Et moi, je suis nul en skate. À 9 ans? Ah ouais, mais il fait du skate depuis qu'il a 4 ans. Il a un coach depuis... Ouais, il y a une école de skate là où j'habite aux US. Et depuis 4 ans, il prend des leçons de skate 1 ou 2 fois par semaine. Et tout l'été, il fait un camp de skate tous les jours. J'ai mis une rampe dans le jardin aussi. Il y avait un mec qui vendait une rampe pour pas cher, donc je l'ai repris, je l'ai mis dans le jardin, on l'a retapé. Et donc du coup, il a sa propre rampe de skate à la maison et tout. Il skate tous les jours après. Mais il a toujours été aussi très... je sais pas s'il a appris ça de moi, mais parce qu'il voit son papa s'entraîner tout le temps, qui est tout le temps en train de bosser sur un projet, un truc comme ça. Mais à 4 ans, il me sortait du lit à 7 heures. Papa, il faut que je fasse mes 20 au lit avant d'aller à l'école, quoi. Et il rentrait de l'école, il s'entraînait à faire ses au lit. S'il pleuvait dehors, il les faisait dans le salon, quoi, sur le tapis ou dans le garage. Et donc, il a toujours été concentré dès l'âge de 4 ans, était vraiment focalisé sur ses objectifs de skater, quoi. Et là, c'est génial de voir son enfant découvrir un peu ce sixième sens dans son art ou dans sa passion. Moi, je suis nul en skate, hein. J'adore le skate, j'ai fait beaucoup de skate quand j'étais petit, mais bon, le skate, pour être fort en skate, faut en faire tous les jours, quoi. Ouais. Et on va pas me balader en skate et faire un ollie, je fais plus rien, quoi. Mais comme j'ai eu ce déclic avec le ski et voir mon fils avoir ce déclic avec un autre sport et de voir tout se mettre en place comme ça, c'est magnifique. J'adore regarder mon fils skater, quoi. Je l'aide à faire des vidéos, tout ça, machin. Et ouais, il adore, quoi. Il a tellement de bien-être quand il le fait. C'est 9 ans. Wow. J'ai hâte de voir ce que ça va donner d'ici 3 ans. Ça va trop vite là. Ouais, il a fait 11 kickflips d'un coup l'autre jour d'affilée, quoi. Et jusqu'ici, il y a déjà eu des bobos. Ouais, il s'est cassé les dents, ouais. Et ses dents d'adulte en plus. On parlait justement, il faut peut-être qu'on prenne un protègeant parce que tu commences à y aller fort. Il a perdu son équilibre dans un bol en faisant un grind et il est tombé sur ses dents au fond du bol, il a pété ses dents et tout. Bon, les nerfs sont intacts, dont les dents poussent encore, c'est juste cosmétique. On lui a bien réparé, mais on voit rien. Donc le dentiste a fait un super boulot. En plus, son dentiste est un skateur aussi, donc il lui a mis une couche de plus sur les dents pour bien demain, fort. tu relances encore. Exactement. Ouais, je vais surfer avec son dentiste des fois aux US, c'est cool. Ah, c'est ouf. Ben, du coup, c'est quoi les étapes, en tout cas, avant de venir sur toi, ton parcours, c'est quoi le parcours classique, quelqu'un qui est en sport-études, sachant que en termes d'opportunités, surtout en France, ouais. Je crois que peut-être c'est l'une des raisons pour lesquelles tu as dû aller aux États-Unis. Ouais, après le truc c'est aussi, j'ai jamais, encore une fois, j'ai jamais
était vraiment dans le moule du skieur classique français, quoi. Je suis arrivé en sport-études, j'étais le seul gamin qui était pas né à la montagne. Mes parents habitaient dans le sud. Au premier jour d'école, j'ai un ami, ouais, j'étais un ovni, quoi, un étranger. Étranger. Voilà, c'est ça. Et puis le seul grand blond, tu vois, qui habitait dans le sud. Il y a un des gamins qui était venu, qui est d'ailleurs un très bon pote encore actuellement, mais qui m'a dit mon premier jour d'école, mais qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fous là? Ouais, mais qu'est-ce que tu fous là? Mais tu es du sud, qu'est-ce que tu fais en sport-études? Je suis là pour faire du ski. Il fait, mais tu peux pas faire de ski, t'es du sud. Je dis, non, je vais te montrer, quoi. Après, j'avais tellement de lacunes techniques par rapport aux gains de la montagne que j'ai dû bosser. Je m'entraînais avec 2 ski clubs, en fait. Et j'ai allé aux entraînements en VTT, en plus. Parce que je me suis dit, voilà, j'ai des lacunes au niveau technique. Mais si je m'entraîne assez fort, je peux être plus fort que les gamins de la montagne parce que c'est juste une question d'entraînement. Et donc, du coup, en fin de compte, c'est rigolo parce que je suis le seul gamin qui n'était pas de la montagne en sport-études, mais je suis le seul qui est passé pro. Il y en a 2-3 qui sont allés sur le circuit européen, qui sont allés loin, mais ils en ont pas fait, ils sont devenus entraîneurs ou quoi, mais ils n'ont pas fait leur profession. Alors après, oui, quand j'étais en sport-études, mon entraîneur savait que j'allais pas être en équipe de France. Le truc, voilà, le cursus classique, c'est sport-études. On gagne tous les championnats de France, machin. On a assez de points pour aller en compétition internationale, en FIS. Après, si on a plein de points en FIS, après, on est en espoir d'équipe de France, équipe de France, et puis après, champion du monde, Jeux Olympiques, tout ça. Ça serait le parcours classique et prestigieux. Mais moi, ça allait jamais arriver. On savait que j'allais jamais être en équipe de France de ski. Mais j'avais un truc en ski. Et ça, mon entraîneur pouvait le voir. Et il pouvait sentir que j'avais cette passion, ce feu ardent qui était inépuisable et que je lâchais rien, quoi. Et que j'arrivais tous les jours à l'entraînement, que j'étais pas... je prenais jamais le ski pour acquis. Tandis que les gamins de la montagne, pour eux, c'était normal d'aller faire du ski. Ils sont nés dans ça, voilà. C'est inné. Ou alors leurs parents étaient justement anciens équipe de France, ou anciens Coupe du Monde, ou champions olympiques, ou légendes locales, quoi. Et moi, j'étais personne. Il n'y avait pas un petit peu une petite frustration, un petit ouais, absolument. J'avais toujours cette idée que je n'appartenais pas à ce milieu et qu'il fallait que je fasse ma place. Et je l'ai toujours un petit peu, ça, tu vois. J'ai toujours un peu ce décalage où je me dis, au fond de moi, peut-être que il faut que je le mérite encore 2 fois plus que quelqu'un d'autre, quoi. C'est pour ça que je lâche rien encore, même à 38 ans. Que, je crois que j'ai toujours ça au fond de moi, même après 2 records du monde. 38 ans? J'ai 38 ans, ouais. Non. Après 2 records du monde, je suis toujours... non. Je m'entraîne moi, je dirais peut-être 25. Merci. Wow, je crois que ma tête, j'ai une tête de yeux parfois. J'ai un peu de blanc dans la barbe, là, regarde. Wow. Non, mais je m'entraîne tous les jours. J'ai dévoué ma vie à ça, quoi. Et du coup, en fait, je pense que j'avais tellement de motivation, j'avais une motivation indestructible. C'est ça, en fait, qui m'a aidé. Et du coup, Mais alors après, voilà, je savais que j'allais pas être en équipe de France. Et puis d'un coup, à 15-16 ans, j'ai commencé à sauter des barres rocheuses. Je commençais à apprendre à faire des saltos, tu vois, des saltos arrière. Sans savoir forcément ce que tu pouvais avoir comme... Ouais, non, je suivais ma passion. J'avais vu un peu 2-3 images de films de ski extrême ou de championnats de freeride, mais je savais même pas si on pouvait gagner sa vie en faisant ça. Mais pour moi, c'était... le freeride, c'est la vie et c'est ce que je vais faire, quoi. Je me suis cassé le sternum 4 fois entre 14 ans et 15 ans, quoi, parce que je devais apprendre à faire mes sauts tout seul, quoi. Donc, j'avais un pote qui avait trouvé comment on faisait un salto arrière, il me donnait 2-3 conseils. Il y avait un jour de poudreuse, on construisait un tremplin et on se lançait dans la poudreuse, quoi. Et après, quand c'était la neige dure, il n'y avait plus de poudreuse, on continuait à skier. Et voilà, après trauma crânien, je me suis pété plein de trucs, mais je lâchais rien, quoi. Je me suis pété les croisés à 18 ans. J'avais micro-fracture sur le fémur, ménisque, ligaments croisés, plateau tibia éclaté en 2. T'as peur de mourir, toi? Ouais, non, oui, bien sûr. Bon, comme tout le monde, j'y pense, mais je l'ai accepté, ma mort. Parce que là, non, mais à 16 ans, je flippais, j'avais tellement peur, quoi. Des fois, j'étais en haut d'un saut, ça me prenait une demi-heure avant de me lancer, quoi. Genre, je respirais à fond et tout, je visualisais. Quand tu réfléchis une demi-heure avant de te lancer, que tu te lances et que tu te casses un truc, c'est encore plus dur de repartir après. Mais j'avais une telle motivation que pour moi, c'était ça, quoi. Et c'était le fruit de la vie, c'était là, je l'avais. Il fallait juste que je sache comment le dévorer sans m'étouffer. Trop ouf. Donc là, est-ce que tu continues tes études lorsque tu commences moi, mes études, après, j'ai continué mes études. Après, j'ai transféré, j'ai fait une école de commerce. J'ai commencé une école de commerce à Lyon.
Et non, j'ai fait l'ESDES, ça fait partie du concours accès, c'est l'ESCA, l'IESEG et l'ESDES. Donc c'est prépa intégrée 5 ans. École privée. Bon, c'est la seule école, c'est le seul concours d'entrée que j'ai pris, quoi. Et il y avait 120 places et j'étais 124. Wow. Mais il y a 4 gamins qui sont allés de d'autres écoles, donc je suis fait, je suis fait Repêcher, intégrer, quoi. quoi. Je suis fait repêcher, je suis passé ric-rac, quoi. Mais je suis rentré, quoi. Et là, j'ai dit à mes parents, bon, bah, je fais une année d'école de commerce et après je fais du ski. Et ils m'ont dit, ok, c'est le contrat. Mais après, si tu fais du ski, tu te démerdes tout seul. Je vois, pas de problème. Genre, ils te coupent les vifs, quoi. Ouais, voilà, je me démerde et tout. Et j'ai accepté le contrat. Hein. C'est première année d'école de commerce, paf, je me pète les ligaments croisés, je m'éclate le genou et tout, quoi. En stage de vente à la montagne, je bossais au shop de mon copain Jacques. Et à midi, j'allais skier tous les jours et paf, je m'éclate la jambe, mais tordue en deux dans le half-pipe à midi, quoi. Donc là, je me suis dit, bon, bah, 6 mois de rééducation. Quand tu as ce genre de situation, t'imagines encore que tu peux. Ah bah ouais, moi on m'a mis dans la barquette, tu sais, là, les pistons Parce de que chercher. vu l'état du truc, quand même. Bah déjà, j'ai essayé de remettre ma jambe. Tu te dis pas que c'est fini, c'est mort. Bah non, je savais que les ligaments croisés, c'était limite un badge d'honneur, quoi, parce que tous les vrais skieurs se pètent les croisés à un moment ou à un autre. Ça y est, je me suis pété les croisés, ça y est, je suis un vrai skieur. C'est des fous, ça, c'est des ouf. Vous êtes des barques. Non, mais donc on m'a mis dans la barquette et je me souviens, il y avait les pisteurs qui m'amenaient en bas à l'ambulance. Et avant qu'on me mette on te met une petite capuche au-dessus de la tête pour pas te prendre toute la neige quand on skie. Je me souviens, avant qu'ils mettent ça, je regardais mes poches, ok les gars, je vous vois dans 6 mois. Je reviens dans 6 mois. Je vais rafistoler ça voilà, et puis je reviens. Ça. Bon, ça a pris 9 mois parce que je m'étais pété le genou en Là, février. tu peux rien faire. Tu peux rien faire du tout avec les pieds. Je veux dire, même si tu veux faire des algues, tu peux pas. Il faut que tu laisses le truc sur les pas. tables. Ouais, je marchais avec une attelle et tout. Donc c'était ouais. Puis après, je me suis fait opérer. Et puis après, rééducation et tout. Et c'était une année dure. Hein. En résultat, j'ai échoué moi ma première année d'école de commerce. Enfin, je passais ric-rac, mais ils m'ont fait redoubler. Je me suis pété les croisés. Ensuite, ma sœur s'est suicidée. C'était une année de merde, quoi. Où il y avait tout l'un, un traumatisme l'un après l'autre, quoi, tu vois. Plus ou moins gros, bien sûr, le suicide de ma sœur étant le plus important. Mais cette année de... Tu pensais vraiment encore revenir après tout ça? Ah bah tu ouais, t'es pas dit à un 100%. moment, peut-être faut que je rentre dans le moule? Ah non, c'est l'année qui a été justement le déclic pour moi. Je me souviens, j'étais à l'enterrement de ma sœur. J'étais en train de boiter, j'étais en train de sortir de ma rééducation. Et puis je bossais l'été dans une usine de serre agricole. Parce qu'il fallait que je fasse un stage ouvrier et puis il fallait que je gagne des thunes aussi, quoi. Ouais, je triais des boulons tous les jours. Voilà, et puis... Et donc voilà, quoi. Et puis après, coup de fil, ma sœur est décédée, machin. Je suis allé reconnaître le corps à la morgue, annoncer la nouvelle à mes sœurs, parce que j'étais le seul gamin à la maison. Ma mère avait pris aucune responsabilité dans le truc, donc du coup, je me suis occupé de tout, quoi. Et à 18 ans. Donc du coup, c'est la fin de ton adolescence. Mais ça a été... Déjà, tu es sur le coup, mais il faut que tu consoles, que tu essayes de t'assurer que les autres ne pètent pas un câble. C'était le plus dur. Annoncer la nouvelle à mes sœurs, c'était... J'en pleure encore des fois quand j'y pense. Mais en même temps, c'était un moment tellement fort que je me souviens. C'était le jour de son enterrement. Tu vois, voir tout. J'avais un peu l'impression d'être un témoin, si tu veux, alors que j'étais dans la scène, si tu veux, j'étais je faisais partie du décor en même temps, mais en même temps, j'avais l'impression d'être un spectateur et de regarder de voir toute cette tristesse, cette timidité des gens, que c'est pas nécessairement t'approcher, mais qui veulent qui savent pas quoi dire. Voilà, qui savent pas quoi dire. J'étais bloqué entre les deux et puis voir le comportement de ma mère qui était vraiment très étrange, tu vois, qui se mettait vachement en avant, à l'enterrement même de sa fille, tu vois, et puis mes sœurs qui étaient dévastées et mon père qui s'est enfermé dans sa bulle, et puis mes amis qui étaient venus de la montagne. Enfin, tu vois, c'était vraiment un moment d'absorption. J'observais tout. Et je me souviens, c'était en rentrant du cimetière, ce petit chemin dans un petit village de Provence, tu vois, où mes parents habitaient à l'époque. Et c'est là que je me suis dit, bah, écoute, tu n'as pas le choix. Ta sœur, elle parlait 5 langues, elle avait un double master, elle était beaucoup plus intelligente que moi, et intellectuellement, elle était beaucoup plus accomplie. Malgré ça, ça n'allait pas. Et malgré ça, elle n'avait pas un pourquoi vivre, elle n'avait pas un but au-delà de sa souffrance. Alors que moi, je l'avais. J'étais là, j'avais mon genou pété, j'étais dans le chagrin de la perte d'une personne que j'aime.
Mais je pensais toujours à la prochaine montagne que j'allais skier ou la prochaine figure que je voulais faire, apprendre à faire du base jump, quand j'allais recommencer à surfer. Donc j'avais tous ces buts au-delà de la souffrance. Et c'est là que je me suis dit, c'est ce jour-là que je me suis dit, écoute, ton devoir est de te dévouer, de te dédier à tes passions, quel que soit le danger. Tu voyais ça comme une chance, qu'en fait, moi, j'ai de la chance, même si physiquement, je suis pas encore en forme, mais Ouais. je sais ce que je veux faire, je sais ce qui me passionne et je sais où est-ce que je peux avoir mon équilibre. Et je dois vraiment encore, plus qu'aujourd'hui, prendre conscience de cela et activement aller vers ça. C'est exactement ça. C'est parce que j'avais cette chance, j'avais ces passions, j'avais ces piliers existentiels que ma sœur n'avait pas. Mais moi, je les avais. Je vais pas rester là à pleurnicher. Hein. C'est le moment ou jamais de se créer. Et donc, c'est cette journée-là où je me suis donné j'ai trouvé le courage de me dédier à mes objectifs, à mes rêves, quel que soit le danger. Ouais. Et ça résonne toujours à l'intérieur de moi. J'ai eu un gros crash en 2013. J'ai passé 3 jours dans le coma, j'avais une double hémorragie cérébrale, j'ai triple fracture sur le fémur, 3 semaines avant la naissance de mon fils. C'était un moment horrible. Et quand je me suis réveillé à l'hôpital, il y avait la sœur jumelle de ma sœur qui est décédée qui m'a dit, écoute, T'as pas demandé si tu étais sûr de vouloir continuer le truc? Ma sœur aînée, ouais, essayer de convaincre tout le monde de me décourager de continuer à faire ce que je faisais. Parce que c'est un peu ma mère, c'est elle qui a 12 ans de plus que moi, c'est elle qui s'est beaucoup occupée de moi. Elle a vraiment ses sentiments maternels envers son petit frère, tu vois. Avec mon autre sœur, on avait 9 ans de décalage, mais c'était plus la sœur avec qui j'allais faire du ski, qui j'allais faire du sport, tout ça, machin, tu vois. Bon, c'est la sœur jumelle de notre sœur qu'on a perdue. Et là, ma sœur, donc Anouk, elle m'a regardé, elle m'a dit, écoute, tu t'es éclaté, là, tu t'es vraiment fait mal. Et c'est le pire moment de le faire parce que ton fils va naître, mais il faut que tu rentres à la maison et tout, mais tu fais honneur à la mémoire de notre sœur en vivant une vie d'intention. Et ça, c'est quelque chose que j'avais besoin d'entendre à ce moment parce que c'est la fondation du déclenchement de mon dévouement à mes passions. Et donc, ça m'a renforcé ça encore plus, quoi. J'ai passé 2 jours à l'hôpital et ok, est-ce que je dois continuer ou quoi? Mais 2 jours plus tard, c'est ok, je vais récupérer, je vais refaire la montagne, je me suis éclaté, je vais le finir bien et tout. Alors, ça m'a pris 6 ans. 6 ans plus tard, je suis retourné, j'ai pu finir ce saut et le faire bien. Et 3 mois plus tard, j'ai fait le premier ski base depuis le sommet du Mont Blanc et qui a complété la trilogie Eiger, Cervin, Mont Blanc. Consécration. Exactement, et puis le record du monde, tout ça. Et pour moi, c'est toujours jusqu'à maintenant c'est la plus belle aventure, le plus beau parcours de la montagne. 8 ans d'attente pour faire ce saut, tout ça. Mais en même temps, justement, ce crash a renforcé encore plus ma philosophie et mon désir, mais en même temps m'a redonné encore cette deuxième élan de force de me recréer, de me reconstruire après un échec pour atteindre mes objectifs. Et en quelque sorte, si j'avais pas eu cet accident, je pense que j'aurais pas pu accomplir mes objectifs que j'ai réussi à accomplir depuis, parce que ça m'a forcé à refaire mes gammes, quoi. À repartir à zéro, à me reconstruire et de façon plus forte et plus méticuleuse, plus attentionnée, plus détaillée, tout en gardant cette motivation, être moins explosif, moins spontané en montagne, être plus posé. Et grâce à ça, maintenant, j'ai pu dépasser les années faux folles en montagne et maintenant, je me sens posé quand je suis en montagne. J'accepte toujours le risque. Le risque est devenu le risque a été presque éliminé. C'est plus le danger est toujours là. Mais le risque n'est plus vraiment là parce que je laisse presque plus rien au hasard. On peut pas tout laisser. Il y a toujours un petit peu de hasard parce que les conditions météo peuvent changer et tout ça. Mais à part, mais quant à mon entraînement, ma préparation, je suis très méthodique, très concentré sur ça. Et quand j'arrive, je suis prêt. Et si les conditions sont pas bonnes, je fais demi-tour. Donc du coup, c'est génial parce que maintenant, j'approche la montagne avec un état de sérénité totale. C'est génial. T'es prêt, quoi. Je suis prêt, je suis bien. C'est super, j'accepte mon rôle de père, de guide de mon fils. Je suis plus avec la maman de mon fils, malheureusement, parce qu'après c'était une expérience très traumatisante qu'on n'a pas pu
Notre relation n'a pas su surmonter. Et depuis, j'ai rencontré l'amour de ma vie et j'ai ma passion ultime. J'ai ce que j'appelle ça mon triangle existentiel. Ouais. Ma passion, mon amour et mon fils. Yes. Donc voilà. Tu nous parles un petit peu de la transition entre la France et les États-Unis. Ouais. Même si avant, tu peux nous faire un petit point sur c'est quoi ton entourage aujourd'hui? Est-ce que c'est un coach, un kiné, un thérapeute? Qu'est-ce que tu as besoin autour de toi pour pouvoir exercer ton métier? Mon entourage, j'ai quelques personnes qui m'aident à m'entraîner ou quoi, mais en fait, je fais mes programmes tout seul, je m'entraîne tout seul. S'il y a un projet que je veux faire, il n'y a pas quelqu'un autour, au cas où quelque chose t'arrive, qui t'observe, je sais pas. Je suis souvent seul en montagne. Je pars souvent seul m'entraîner. S'il y a un problème, personne ne peut m'aider. Mec, ton sport, ça fait peur. De toute façon, s'il y a quelqu'un qui est là, ils peuvent pas t'aider. Ils peuvent juste être témoins de ce qui arrive. Quand tu sautes d'une falaise, ils peuvent pas venir en l'air t'aider s'il y a un problème. Tu peux avoir un problème à l'approche, tu peux avoir un problème à l'atterrissage. Là, on n'a pas beaucoup d'arguments pour que des gens se lancent. Non, mais en fin de compte, c'est ça qui est magnifique, c'est que t'apprends à dépendre de toi-même. Mais après, en même temps, quand je fais des projets, j'ai mon pote Alex Périnet, par exemple, qui est guide de haute montagne dans les Alpes, qui m'a aidé à faire l'ascension du Mont Blanc de façon, en toute sécurité, avec mon matériel pour le faire bien. Mais quand on arrive là-haut, il dit OK, maintenant tu fais ton job. Voilà, maintenant c'est toi qui prends le dessus. Donc je m'entoure de personnes super. Après, dans mon entraînement de tous les jours, je fais de l'escalade, tout ça. J'ai un pote qui m'aide avec l'escalade. Non, je faisais ça un peu avant, mais en fait maintenant j'arrive à faire mon entraînement tout seul. Je sais ce que je dois faire, je sais sur quoi. Par contre, si je vais faire un projet, par exemple à haute altitude ou que j'ai jamais fait avant ou quoi, ou là je vais demander conseil à des copains qui sont guides à l'Everest ou comment est-ce que je dois m'entraîner pour ça ou. Voilà, je pense qu'on devrait mener des enquêtes un petit peu sur vos sports, sur ces sports d'extrême là. Ouais. Niveau de l'autodiscipline, j'ai l'impression. Je dis pas qu'il n'y a pas de discipline dans les autres sports, mais à chaque fois, il y a quand même besoin d'avoir un coach, quelqu'un à côté qui regarde, qui fait un suivi. Mais à chaque fois que j'écoute, que ce soit toi ou d'autres sports, j'ai reçu Axel Alétro aussi sur le podcast. Je sais pas si tu connais, lui, il était plus dans le motocross. C'est vrai qu'il s'est fait comment ça s'appelle? Il est devenu tétraplégique, mais ensuite il a réussi à moitié, quoi, pas en partie, mais il a customisé des outils pour pouvoir tenir. Il n'a pas tout récupéré, sa sensibilité, mais il réussit quand même à être mobile. Et quand il te parle de comment ses entraînements, ça se passe, il a plein de sessions de ses entraînements qu'il effectue tout seul, pas besoin de quelqu'un. Et moi, je pense que ça demande beaucoup de discipline et qu'il y a des trucs qu'on pourrait apprendre là et rajouter dans d'autres sports. Après, je pense que le cadre est le même, c'est juste quel que soit. Je fais beaucoup de speech ou de conférences aux US, justement, même dans le milieu du commerce ou du business. Le TEDx aussi, j'ai vu. J'ai fait un TEDx à Berkeley, à l'Université de la Californie. C'était impressionnant. Tu vas nous en parler, justement, parce que là, en plus, c'était en anglais. Mais après, j'ai fait mes études aux US, donc après, l'anglais, pour moi, c'est une langue simplifiée, c'est plus facile que le français, c'est super pour conceptualiser. Et justement, j'ai appris tellement de choses dans le milieu de la montagne, tellement de concepts que tu peux extrapoler et appliquer à d'autres environnements. La seule chose qui va changer, c'est les variables. Mais la structure de ton approche reste à peu près la même. J'ai appris il y a 2 ans à surfer des grosses vagues sur la côte de l'Oregon. 1 ou 2 fois par an, je vais aller me faire tirer dans des vagues de 10 mètres par des jet skis et tout. Et mes potes qui m'ont... je savais déjà... Ça va quand même vite, l'apprentissage. En quelques... C'est rapide. Je surfais déjà presque depuis toute ma vie, tu vois. Tu laisses pencher? Non, c'est bon. Mais après, je surfe depuis que j'ai 11 ans, donc je sais surfer, c'est pas un problème. Mais après, surfer des grosses vagues, c'est autre chose. Mais après, ton approche du risque ou des situations dangereuses, mes potes qui surfaient des grosses vagues m'ont dit, ils m'ont coaché un peu, tu vois, bien sûr. Ils m'ont fait ça, là, on va pratiquer les techniques de secours si tu te fais éclater, qu'est-ce qu'on doit faire, machin et tout. Et en fait, du coup, on va au large, on sort des vagues énormes et personne se sent en danger parce on reste tous calmes, on sait ce qu'il faut faire et voilà, quoi. Et donc, du coup, c'est ça, c'est la règle des 10 000 heures. Si tu veux être
Si tu veux être expert dans une discipline, il faut passer, soi-disant, 10 000 heures à le faire. Ouais. Mais quand tu as achevé ces 10 000 heures dans une discipline, si tu as une discipline un peu cousine ou très proche, bah, ça va être que 5 000 heures. Parce qu'il y a plein de concepts que tu peux. Puis après, tu en prends une autre, ça va être 2500. 1250. Et puis après, ça va se réduire de plus en plus parce que justement, et c'est pour ça en montagne, avoir cette approche multidisciplinaire de la montagne, le ski m'a vachement aidé pour le base jump. Le base jump m'aide vachement avec l'escalade, avec des approches techniques. L'escalade t'aide vachement avec des approches en ski de pentraide, avec des crampons et des piolets. Donc tes compétences dans une discipline peuvent se traduire, se transmettre dans une autre. Et c'est ça qui est magnifique. Après, je dis pas que je suis tout seul. Hein. Quand j'apprends à voler en combinaison volante, en wingsuit ou quoi, je vais m'entraîner avec des potes qui sont 10 fois plus forts que moi. Donc, je vais faire des sauts en chute libre avec eux pendant plusieurs jours pour peaufiner. Donc, après, quand je vais en montagne, je fais un truc que j'ai jamais fait, bah, j'ai un pote guide qui va m'aider et qui va me dire ce qu'il faut que je fasse. Bah, voilà, je suis pas non plus un hors-la-loi qui fait tout seul. Mais après, c'est vrai que quand c'est le moment de passer à l'action, bah oui, tu es seul et des fois tu te sens seul. Hein. Des fois tu te fais déposer sur une montagne en hélico et tu attends 20 minutes pour que l'hélico aille chercher les caméramans en bas et tu es en haut perché sur la montagne super raide, tout seul avec tes pensées et ton cœur qui bat. Et là tu te sens seul quoi. Et, c'est des moments magnifiques, Yes. Et du coup pour la transition aux US, comment ça s'est fait? Déjà, pourquoi est-ce que tu décides d'aller aux après, US? j'ai eu l'opportunité de poursuivre mes études de commerce dans une université au Colorado, qui était une école. C'était un programme d'échange? En fait, il y avait une école dans la même filiale que mon école de commerce qui avait un partenariat avec cette école au Colorado. Donc, c'était un petit peu une étape en deux plateaux, quoi, et deux niveaux. Et puis j'avais un ami américain qui était devenu un peu mon mentor, quoi, qui bossait avec une station de ski dans le Colorado près de cette université. Il m'a dit écoute, et c'est lui qui a appelé l'école, hein. Écoute, tu vas recevoir un dossier d'inscription, je pense qu'il faut que tu déménages là-bas. Tu peux bosser à la station pour nous tout en faisant tes études. Et il m'a dit écoute, je pense qu'il faut que tu déménages aux US, tu auras beaucoup plus d'opportunités qu'en France. Et donc du coup, j'ai dit ok. C'est passé. Ça m'a pris 6 mois pour faire tous mes papiers, c'était galère. Hein. J'ai dû avoir des papiers officiels avec un partenariat qui n'est pas officiel entre mon école et cette école, donc j'ai dû vraiment. C'était la galère, quoi. Et puis en plus, la poste française était en grève, alors du coup, les papiers ont pris 40 ans pour venir, c'était l'horreur, quoi. Comme par hasard, voilà, ne surprend pas. Voilà, et donc, mais 6 mois après, j'ai pu déménager aux États-Unis, et puis et là, je suis arrivé immigrant dans un pays, tu vois. Oui. Là, c'était quoi ton niveau d'anglais? J'étais déjà bilingue, mais j'avais un accent français beaucoup. De par ta maman ou... Non, en fait, indirectement. Tu parlais pas hollandais avec ta mère quand même? Quand j'étais petit, ouais. Ah ouais, tu parles hollandais? Mais après, elle a arrêté après que j'ai l'âge de 5 ou 6 ans, donc je parlais plus, donc j'ai perdu mon hollandais. Mais mes sœurs parlent, ma sœur aînée parle 7 langues, mon autre sœur parle 5 langues. Moi, je suis le cancre de la famille. Hein, je fais du ski et parachute et je parle 2 langues. Mais on avait toujours des amis internationaux, tu vois, d'autres pays qui venaient à la maison. Donc tu parles anglais, tu te démerdes comme tu peux. Et puis chaque été, ma mère qui était pas très... C'est marrant parce que une situation difficile peut être aussi une opportunité. Parce que même si c'était pas nécessairement une mère pas très maternelle, du fait de la situation internationale, mais hollandaise, père français, enfin, tous les étés, elle nous envoyait dans un pays étranger chez des amis ou dans un camp ou machin. Je l'ai écouté plusieurs fois sur des podcasts. Ça, c'est du pain béni, quoi. Ouais. Et c'est quelque chose que moi, je me suis dit, dès que j'ai mon enfant demain, je l'envoie à chaque fois chez les anglo-saxons. C'est ça, ouais. Soit tant qu'au père, c'est un cadeau. Quand tu n'as pas besoin de donner un héritage, ça suffit comme héritage. C'est un des plus beaux cadeaux que tu puisses faire à quelqu'un. Et en fait, voilà. Et donc, chaque été, c'était tu vas partir là-bas un mois chez des gens que je ne connaissais pas, quoi, dès l'âge de 9 ans. Pas meilleur apprentissage. Et donc, du coup, la première fois que je me suis retrouvé tout seul aux US, j'avais 9 ans dans une famille, c'était des amis. On avait hébergé leur fils un été, donc ils m'ont hébergé gratuitement. Donc, mes parents ont mis sur un billet d'avion, sur un avion avec mineurs non accompagnés. Donc, je voyais avec les hôtesses de l'air qui m'emmenaient d'une porte à l'autre. J'étais dans l'avion tout seul, j'arrive à Boston, il y avait une famille qui avait mon nom écrit sur un panneau. C'est un papier, tu devais reconnaître. Voilà, et ils m'ont fait un câlin, et tu viens à la maison. Toujours avec ce truc américain. Welcome home, welcome to the US, tu vois. Mais après un mois, au début, tu avais un peu le mal du pays, tu vois, mais
après un mois, j'avais pas envie de rentrer à la maison, quoi. Moi, j'étais pas bilingue, mais t'avais déjà, et puis tu fais ça chaque été, et puis en fait, à 15 ans, je suis parti un mois aux US, 2 semaines chez des amis, puis après j'ai fait 2 semaines dans un camp de surf et tout, donc ça c'était cool. Et puis je suis rentré, j'étais bilingue. Et du coup voilà. Apprentissage par immersion. Ouais, c'est ça en fait. Moi j'ai toujours appris, en fait, on me lançait dans la fosse au lion, quoi. Et c'est comme ça que j'ai appris, quoi. Yes. Le ski, l'anglais, tout, c'est bon, allez, vas-y, quoi, démerde-toi. Ok, je vais me démerder. Nice. Donc tu arrives au State. Dans cette école-là, et puis à côté, tu avais la possibilité de bosser, comme tu disais tantôt, pour gagner un peu ta vie. Ouais, mais en fait, voilà, je me suis rendu compte, malheureusement, avec mon visa étudiant, je pouvais pas travailler et gagner de l'argent. Donc, je pouvais faire un stage. Et donc, du coup, je pouvais pas me permettre d'acheter du matos de ski. Le ski est super cher aux US. Ouais, Et donc, du coup, je m'étais démerdé comme je pouvais. J'avais, avec ma sœur, malheureusement, qui est décédée, on avait acheté un appartement ensemble à Lyon, quand je faisais un tout petit studio, tu vois. Donc, du coup, quand elle est décédée, je l'ai vendu. J'ai partagé sa part avec mes sœurs. Et j'avais juste assez d'argent pour payer mes études aux US. Et donc, je suis parti avec ça, quoi. Et j'ai claqué toutes mes thunes dans mes études. Et ça coûte une blinde, hein. Mais l'avantage, c'était... C'est là où tu te dis, ouais. On va pas quand même se foutre du système français parce que l'école gratuite, Mais l'avantage, je suis allé dans une petite école, c'était pas une école à $60,000 par an, tu vois. C'était beaucoup moins cher, quoi. C'était une petite école du Colorado, donc tu as différents niveaux. C'était pas une école prestigieuse, mais avec un super programme une super école de commerce à 20 minutes de la station de ski. Et encore une fois, je pouvais créer mon propre CV. Et donc, c'est ça, en fait. J'ai créé mon propre CV toute ma vie, quoi. Il n'y avait pas un cadre qui allait marcher pour moi. J'ai créé mon cadre. Et je pense que c'est ça c'est ce que je souhaite aux personnes qui nous écoutent. C'est ayez le courage de créer votre propre cadre. S'il n'existe pas pour vous, créez-le. Créez-le. Parce que voilà, on n'a qu'une vie. On n'a qu'une chance et maintenant. Faut se bouger les fesses. Et donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Je suis parti aux US. Et mais alors voilà, j'ai déménagé, je suis atterri aux US le 7 janvier 2004. Je me souviens, je suis arrivé et je suis allé, mais c'était complètement large. L'été, j'avais pas de thunes, alors je bossais sous la table, tu vois, pour une boîte de pépiniéristes, quoi. Il y a un mec qui voit, je te paye $10 de l'heure pour creuser des trous à l'appel, quoi. C'est ce que je faisais, quoi. Alors je bossais et tout. T'avais pas non plus d'autres alternatives. Non, voilà. Puis après, j'étais rentré un été en France pour travailler, donc j'ai fait trois tafs. Boulot d'été. Boulot d'été, j'ai économisé. Il y a un gars qui m'avait embauché parce que je parlais anglais couramment dans une cave à vin dans le sud. Je connaissais rien au vin. Il m'a donné il y avait plein d'étrangers qui venaient. Il m'a dit, étudie tes vins et fais, ce week-end, tu dois faire une dégustation devant 200 personnes en anglais. Je suis OK. Je me suis jamais laissé en fait démonter, quoi. Si tu veux, décourager, si tu veux. Je me suis démonté. Il faut corriger ça. En anglais. Ouais, mais les gens ils comprennent. Ouais. Donc, je comprends ce que tu as fait une traduction littéraire. Ouais, je vais me prendre dans un rôle routier. Non, je me suis jamais. Il y a que des tordus qui vont comprendre les choses. Ouais, ça faudra l'éditer. Ouais. Je me suis jamais fait décourager, si tu veux, par les circonstances. Et donc du coup, je suis voilà, c'est ce qu'il faut faire, quoi. La mission est sacrée, tu vas jusqu'au bout. C'est le code du légionnaire. En quelque sorte, c'est comme ça que j'ai toujours vécu ma vie, quoi. Je me suis toujours dit même si je flippais, je suis voilà. Et quand j'ai eu le call pour l'appel pour TEDx pour faire un speech devant 2000 personnes, j'avais jamais fait ça. J'ai dit OK. Ma première réponse c'était ouais, je vais le faire. Ah, ce sont eux qui t'ont démarché. C'est eux qui m'ont appelé. Ah ouais. Je suis putain merde. 2000 personnes, c'est tendu. En plus, ils m'ont mis comme final speaker, quoi. Donc c'est moi qui fermais les événements. Ça c'est la pression parce que là c'est toi qui clôture. Donc voilà, t'as tout le monde qui regarde avec plus d'attention. J'étais le dernier, c'était ouais. C'est quoi, c'est 15 minutes, c'est ça? C'était 16 minutes max pour un TEDx. Et un TED Talk, c'est une demi-heure. Mais là, c'est TEDx, donc c'est un peu plus court. Il y a un entraînement pour ça? Il y a un truc, comment est-ce qu'on fait? Non, je me suis lancé, j'ai écrit tout et je me suis entraîné, j'ai fait mes gammes tous les jours. Comment tu t'entraînes? Tu regardes ce que les autres ont fait? J'ai regardé un peu 2-3 TED Talk et puis après, il y avait le but le thème de la conférence. Et donc, le thème, c'était Moonshot from small steps to giant leaps. Donc, des petits pas vers des grandes échappées, quoi, tu vois. Et donc ils m'ont appelé pour dire comment savoir replaquer un saut. Alors bien sûr c'était une allégorie pour pouvoir retomber sur ses pattes et atteindre ses objectifs dans la vie, quoi. Donc du coup je me suis dit voilà, je vais devoir partager mon parcours
Après, c'est les philosophes grecs qui ont inventé tout. Hein. On va mettre le lien en description du Telegram. Ouais, ethos, pathos, logos, hein, ça c'est les philosophes grecs. Donc c'était le sens, la passion et la logique. Donc j'ai dit, bon voilà, si j'arrive à couvrir ces 3 trucs… Après, j'ai appelé des potes qui font pas mal de conférences et tout, qui m'ont dit, voilà, concentre-toi sur ça, qui m'ont donné encore une fois… T'avais déjà eu à faire des presses comme ça Ouais, j'ai fait pas mal de présentations. À part la dégustation. Ouais, non, j'ai fait pas mal de présentations, mais j'y suis toujours allé un peu à l'arrache, quoi, freestyle, quoi. Je montrais une vidéo, je racontais les histoires, et puis voilà, quoi. Mais là, il faut que ça soit carré. C'est devant 2000 personnes, t'as un timing précis et tout, tu peux pas te foirer. Donc du coup, j'ai peaufiné un speech pendant 2 mois, et pendant 2 mois, je l'ai fait tous les jours, entre 5 et 10 fois par jour. Et quand je suis arrivé, j'étais prêt. Oh, trop stylé. Moi, j'invite les gens à regarder. Franchement, on va mettre le lien en description. c'est hyper inspirant. On peut mettre des sous-titres aussi avec le truc de YouTube là, pour ceux qui comprennent pas anglais. Toi, du coup, j'ai envie que tu nous parles aussi tu vas boucler sur la partie de tes études, mais je veux que tu nous parles un peu du modèle économique, parce qu'il y a quand même, en tout cas la sensation que j'ai, d'après ce que j'ai, même si c'est pas le même sport, mais je crois qu'il y a des parallèles avec Axel Alétrou, il y a quand même une phase où ça galère de ouf, quoi. Et on l'entend dans ce que tu expliques, où tu étais obligé à côté de… Moi, quand je vois les messages sur les vidéos, des commentaires, genre oh ouais, moi si j'étais riche, je ferais ça aussi. Non, mais c'est pas ça, les gars. C'est pas ça. Ils ont tout raté, quoi. S'ils pensent que voilà, t'es né avec une cuillère en or dans la bouche et que d'un coup, tu peux sauter des falaises en parachute, c'est pas ça. C'est pas ça. Moi, je bossais, je pliais des parachutes au centre de chute libre pour payer pour mes sauts, quoi. C'était… Mais quand, en anglais, on dit « when there's a will, there's a way ». Quand il y a un but, on va se donner les moyens d'y accéder. Et c'est ça, pour moi, ça a toujours été comme ça. Je me suis jamais laissé décourager justement par les circonstances. Je me suis toujours dit comment est-ce que je peux créer ça? Comment est-ce que je peux atteindre mes objectifs? Et donc, du coup, j'ai toujours établi une marge d'approche. Et déménager aux US, c'est vrai que ça a été… c'est qui tout double, hein. Tu prends un risque parce que c'est un pays où tu n'as aucune sécurité. Tu peux tout perdre d'un coup, tu vois. Tu peux bien réussir, mais c'est pas dit que tu vas réussir. Ouais. Et je suis arrivé là-bas avec cette ambition, cette faim, cette rage d'immigrant, tu vois. Et voilà, et je me suis donné à fond, quoi. Mais c'est vrai qu'aux US, c'est un modèle qui est plus dynamique qu'en France, qui est un pays assez classique, assez conservateur, voilà. Et donc aux US, c'est pas qu'une marque va te signer un chèque. Oh ouais, tu veux faire ça, super. Non, mais au début, voilà, les marques n'hésitent pas. Ouais, on va te filer des skis. Ouais, on va te. Ils sont prêts à prendre des risques. Ouais. Et bien sûr à couper rapidement, hein, dès que ça arrive. Et si tu mais au moins, tu as l'opportunité de. Ouais. Ils te donnent une chance. Ouais. Les Américains n'hésitent pas à te donner une chance. Mais si tu ne délivres pas ce que tu as promis, bon là, ils vont tout couper, hein. Et donc, tu as intérêt… Ici, il faut que tous les faisceaux soient ouverts pour que la décision soit validée par un comité de je sais combien de personnes. Et il faut toujours surdélivrer. C'est ça le truc, en fait, quoi. Tu leur promets ça, en fait, non, il faut leur en donner beaucoup plus. Beaucoup plus, ouais. Et puis, mais c'est ça, si tu veux, ma première année où j'ai démarché des marques, j'ai démarché 5 marques. Tu le fais tout seul? J'ai un pote qui était skieur professionnel qui m'a appelé un jour. Et j'ai eu plein de chance, en fait. J'ai eu plusieurs mentors super dans ma vie. C'est Sven Brunso, c'est un skieur professionnel, pareil, qui était né dans l'Arizona, qui n'était pas destiné à être un skieur pro. Mais il était photographe aussi, et il avait fait une école de commerce, un master en marketing. Donc le gars savait comment ça marche. Il était directeur de vente à la station de ski où je bossais, en tant que stagiaire. C'est où on comprend aussi le rôle de ces études-là à côté. Et aussi, je pense, tu vois, eux, ils ont vu un gamin qui a un côté entrepreneur, parce que t'es tout seul. C'est toi qui es ton directeur marketing, c'est toi qui t'occupes de la RP, c'est toi qui tu fais le produit. T'es le produit. T'es le directeur marketing, t'es le PDG, t'es le produit. T'es tout à la fois. Et là, mais en fait, tu vois, j'ai toutes ces personnes qui ont vu ce gamin qui avait la rage, qui avait envie d'atteindre ses objectifs, qui se dit, on va l'aider, quoi. Et j'ai eu de la chance d'avoir plusieurs personnes qui m'ont pris sous leurs ailes, mais ça veut pas dire que voilà. Tout va arriver super facilement, quoi. Et donc, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir plein de mentors à chaque étape, en fait. Et Sven Brunso, qui était un skieur pro, m'a
pareil, qui s'est démené pour être skieur pro, qui avait rien. Il est né dans l'Arizona, ses parents n'étaient pas skieurs, enfin, il s'est créé tout seul, quoi. Mais il m'a montré un peu comment contacter des marques, comment le faire d'une façon professionnelle. Il était photographe de ski aussi, donc il m'a organisé un petit portfolio, donc j'avais des photos, mais j'avais aucune parution. Mais j'ai contacté toutes ces marques. Bon, j'ai un peu rajouté ma sauce Super Frenchy dessus. C'est toi qui le nom, ça te vient de Non, Super, c'est un surnom qu'on m'a filé aux US. Ah, d'accord. Ouais, j'ai fait une compétition de ski et il y a un mec qui m'a mis un drapeau français autour du cou. Et ça faisait comme une cape en fait. Et du coup, j'ai tapé ça vend super bien. J'ai fait un gros saut et j'ai fait un front flip avec un Superman. Ouais. Je l'ai replaqué bien au-dessus des spectateurs. Et quand je suis remonté faire un saut après, le MC avait... Et voilà, le numéro 73, Super Frenchy. Et après, tout le monde a continué à m'appeler Super Frenchy. C'est trop C'est comme ça que j'ai eu le nom. C'est pas du tout moi qui me suis donné le nom. C'est trop stylé. Et ben après, bon, voilà, j'ai déposé la marque et tout. J'ai la marque Super Frenchy. Ah, t'as dit... École de commerce. J'adore cet esprit de business. Mais ouais, donc Sven m'a montré comment démarcher des marques et j'ai contacté 5 marques et sur les 5 marques, il y en a 4 qui m'ont sponsorisé dès ma première saison. Ah, nice. On peut le citer? Ouais, à l'époque, c'était une petite marque de vêtements du Colorado qui s'appelait Fate Clothing. Zag, les skis Zag qui étaient de Chamonix, c'était j'étais en premier rider aux US. J'avais Lecky, les bâtons, et je suis encore chez eux. Ça fait 18 ans que je suis chez Lecky. C'est les meilleurs bâtons du monde en plus. C'était un des sponsors de Sven, donc il m'avait aussi recommandé. Sven est allemand? Ça sonne allemand comme Sven, danois. Ses ancêtres sont là, mais lui, il est américain. Il est né en Amérique. Non, suédois, pardon. Suédois. Et donc c'était fait. Et puis j'avais une petite marque de lunettes Zion, mais mes lunettes, il y avait toujours en plein de buée dessus, donc je les ai rayées. Mais bon, ouais, c'était cool. Et la cinquième marque que j'avais pas eue, c'était Marker, et ils m'ont sponsorisé l'hiver d'après. Après, depuis, bon, je suis parti avec d'autres marques, mais j'ai toujours Lecky maintenant. Je vais démarrer ma 19e saison avec eux. Ah, c'est trop ouf. Ça c'est des relations vraiment solides. Et ça, c'est génial. Et puis Mais ouais, ma première saison, je me suis repété le genou, repété les croisés. Et donc là, j'ai appelé toutes les marques après mon opération, après que je me suis fait mal. J'ai écouté, merci beaucoup, je suis de m'avoir sponsorisé. J'ai eu d'avoir donné un petit goût du rêve que j'avais en tant qu'enfant. Mais je me suis pété les croisés. Donc je comprends si vous voulez plus me sponsoriser. Et toutes les marques m'ont dit non, mais écoute, t'en fais pas. J'avais plein de parutions, j'avais mes premières couvertures de magazines, j'avais eu plein de trucs et tout. Ils étaient tout contents. Ils me disaient écoute, non, t'en fais pas, on sponsorise encore l'année prochaine, prends le temps qu'il faut pour te rééduquer. Y a pas de souci. Ça fait du bien. Et ça, c'était cool. Et tu vois, on entend toujours parler de ces sportifs qui sont lâchés par les sponsors et tout, ça arrive. Mais là, en fait, si t'es pro, moi, je les ai appelés, je me suis dit que je me suis fait mal, je me suis excusé. Et à chaque fois que je me suis éclaté, j'ai appelé mes sponsors même de l'hôpital. Quand j'ai eu mon gros crash, quand je suis sorti du coma, j'ai appelé chaque sponsor de l'hôpital. Le seul sponsor que j'ai oublié d'appeler, et un sponsor qui m'a largué après, quelques mois après, c'était les skis atomiques à l'époque. Et donc du coup, j'ai maintenu toutes mes relations avec mes sponsors comme ça. Si on est pro avec les sponsors et qu'on est honnête avec eux, c'est des humains. Si on leur montre qu'on travaille dur mais qu'on est aussi humain, voilà. Puis après, bon, si des fois il y a des histoires de budget, des trucs comme ça qu'on ne peut pas contrôler, bon, si c'est la fin, c'est la fin, ça arrive, c'est le business aussi. Est-ce qu'il y a quand même une transaction financière ou c'est juste pour du matos? Ah bah oui, c'est mon boulot à temps plein, c'est comme ça. Je veux dire, le sponsoring, est-ce que ça s'arrête juste au niveau du matos qu'ils mettent à ta disposition? Ça dépend des marques. Il y a des marques. Et tu peux aller jusqu'à négocier en plus du matériel, du cash par exemple. Bah oui, on est sportif professionnel. Un sportif professionnel, on se fait payer pour ce qu'on fait. Donc c'est comme ça qu'on gagne la vie. Donc les sponsors, c'est une grosse partie. Après, il y a d'autres choses. Quand je fais un engagement pour une conférence, pour une boîte ou quoi, bien sûr, je me fais rémunérer pour ma prestation. Ah, c'est quelque chose que tu fais aussi, intervenir dans des entreprises. Voilà. Après, je fais aussi des campagnes de pub où j'aide à produire des vidéos. Il y a toujours plein de trucs, ou des licences d'images, parce que je crée mes propres images. Donc, des fois, il y a des chaînes télé qui veulent utiliser mes images. Bon, voilà. Il y a aussi une relation financière dans ça. Mais avec les sponsors, oui, quand on est sportif professionnel, c'est qu'on est payé pour ce qu'on fait. Donc c'est ça. Sinon, on est amateur. Et comment est-ce que tu gères tout ça? Parce que ça fait beaucoup de
de produits dérivés? Est-ce que tu as un staff à ce niveau-là, juste pour la partie business? Non, mais en fait, le truc, c'est que je fais ça depuis tellement longtemps que souvent, je gère mes contrats tout seul. Je démarche des fois les boîtes tout seul. J'ai un manager qui m'aide. Même au niveau de la négo, est-ce que tu n'aurais pas peut-être un biais par rapport à quelqu'un, un manager qui va aller gratter un peu plus que… Ouais, voilà. C'est pas gratter un peu plus, c'est aussi établir… Le rôle d'un manager, c'est établir pas le une bon mot, relation c'est vrai, c'est pas gratter, mais créer, parce qu'il n'y a pas que le cash, il y a aussi les conditions derrière, parce qu'on peut certes te donner peut-être beaucoup de cash ou bien beaucoup de matos intéressants derrière, mais les conditions peut-être, ta petite vie personnelle par exemple. C'est à toi de voir aussi un peu quelles conditions tu veux, donc tu peux voir avec les marques souvent direct, mais après, comme tu vois, j'ai fait des pubs aussi pour Apple, pour des grosses marques comme ça. Donc dans ce cas-là, j'ai un agent, un manager qui va négocier ça. Parce que ça, c'est des trucs que je serais pas, je serais inconfortable de négocier ça tout seul. Et puis c'est pas mon rôle. T'as pas tout le rôle d'un manager ou d'un agent aussi, c'est de tes sponsors ou les gens qui t'embauchent sont tes clients. Et donc son job est limite d'être un consultant, être sûr que son client, qui est le sportif, soit pris en charge, mais que l'autre client qui va bénéficier de ta prestation de service et aussi ce qu'il désire recevoir dans la transaction. Ouais, le tiers de confiance. Et donc un manager aide à établir justement une relation de confiance entre les deux parties. Et ça aide énormément, parce qu'il y a des fois où tu peux pas négocier des trucs tout seul. Mais après, avec les 3/4 de mes sponsors, même tous mes sponsors, tu sais, tu deviens pote avec eux aussi, tu les connais bien, tu vois, GoPro, ça fait tellement longtemps que je suis chez eux, Leki, ça fait 18 ans. Quand je les appelle, voilà, on négocie, on me dit, ah, écoute, cette année, ça c'est dur, machin, mais on peut faire ça, on trouve un terrain d'entente. C'est comme toi, tu leur proposes des trucs aussi Ouais, je leur propose des trucs. Moi, de toute façon, j'ai toujours une liste de projets. De toute façon, c'est ça. Hein. Le truc, c'est que moi, j'ai une liste de projets, j'ai des trucs que je vais faire. Et je dis à mes sponsors, bah voilà ce que je vais faire. Ils m'imposent jamais rien, sauf s'ils ont besoin d'images spécifiques pour des produits, des trucs comme ça. Je leur dis ce que je vais faire et c'est soit ils veulent faire partie de l'aventure, soit ils veulent pas. Mais de toute façon, je vais le faire. Et s'ils font partie de l'aventure, bon, bah, ça m'aide de le faire de façon un peu plus… c'est plus simple de le faire parce que tu as un peu plus de support financier ou avec le matériel ou quoi. Mais de toute façon, moi, je vais atteindre mes objectifs. C'est ça, depuis le début, ça va pas changer. Yes. C'est que j'ai mes objectifs, j'ai une mission et je vais y aller jusqu'au bout. Nice. De toute façon, je vais me donner les moyens d'y arriver. Voilà, on va aller sur les questions de fin là, avant que je te libère. C'est quoi les parties les plus dures, les plus difficiles de ton job, de ta vie? Le plus dur, c'est perdre beaucoup d'amis. J'ai perdu plus de 50 potes en montagne. Et, ah ouais. Ta génération ou des idoles, les gens? Des personnes, les deux, hein, personnes que je connais ou même des personnes avec qui j'ai skié ou sauté qu'une fois ou des potes très proches ou des héros ou des mentors. Ouais, j'ai arrêté de compter après 5 ans. Donc, si tu perds beaucoup de… Ouais, c'est dur. Il y a des années où tu perds beaucoup de monde, il y a des années où tu perds personne, mais perdre des amis, c'est très dur. Se faire mal, bien sûr, surmonter ses blessures. Et après, gérer ça… C'est des gens avec t'es parfois proches, genre vous parlez, vous connaissez? Ouais, j'ai perdu… Shane McCankey, c'était un de mes mentors, c'était un des premiers gars de Red Bull, on se parlait toutes les semaines, il est mort. Eric Runner, c'est un des premiers Belgiens que j'ai rencontré, il est mort en chute libre. Après, j'ai mon pote JT Holmes, lui, il est encore vivant, tu vois. Donc, c'est pas non plus une sentence de mort, mais c'est… Non, je comprends, mais je veux dire, c'est plus touchant quand même. Non, c'est des gens avec qui tu as une certaine proximité. Ah ouais, exactement. C'est quelqu'un que tu connais pas. Ils sont passionnés comme toi, donc vous êtes connectés quelque part. Donc, c'est comme si c'est une petite partie de toi qui meurt. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est une petite communauté, tu sais. On n'est pas beaucoup, donc on essaie de s'aider à survivre le plus longtemps possible. Ça fait bizarre quand même. Tu vas pas mourir demain. Non, mais j'espère pas non plus, mais bon, faut l'accepter. Tu sais, quand tu vas en montagne, tu acceptes que tu ne peux peut-être pas rentrer aussi. Risque, mais après, tu fais tout ce qu'il faut pour, voilà, je veux dire, tu minimises le risque le plus possible. Pour, en fin de compte, il y a toujours un peu de risque, mais si ça peut être que du danger, c'est mieux. Voilà. Mais puis après, si c'est allier ça, justement gérer tout ça avec sa vie de famille, ces personnes qu'on aime, c'est des fois difficile pour ton entourage de comprendre pourquoi tu continues à faire ça après tant d'années. Donc, tu vois, j'ai écrit une lettre à mon fils, au cas où je rentre pas à la maison. J'essaie de faire des choses de façon bien constructive aussi, tu vois. Faut pas être… Il faut savoir être assez égoïste pour être accompli, mais ne pas basculer dans l'égocentrisme
pour pouvoir être là pour les personnes qu'on aime aussi. Donc, c'est toujours trouver cet équilibre entre être là pour soi, mais pour les personnes qu'on aime aussi. Donc, c'est ça ce qui est le plus dur dans ma profession, je pense.